Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur L24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mercredi 22 mars. La position de Madrid vis-à-vis du Sahara occidental est propre au gouvernement Sanchez. C'est ce qu'a déclaré le président algérien Abdelmajid Tebboune lors d'un entretien accordé à la chaîne d'information qatari Al Jazeera. Condamnation et indignation de la scène internationale suite aux propos provocateurs du ministre des Finances sioniste à l'encontre du peuple palestinien. La Jordanie menace de renvoyer l'ambassadeur sioniste à Amman. Coopération russo-chinoise, Pékin et Moscou annoncent la mise en place du projet de gazoduc Force de Sibérie 2. Et puis Emmanuel Macron sort de son silence et annonce l'application de la réforme des retraites malgré la forte contestation des Français. À la veille du début du mois sacré de Ramadan, le président algérien a échangé ce mercredi des vœux de santé avec ses homologues mauritaniens et tunisiens. Abdelmajid Tebboune n'a également pas manqué de souhaiter aux deux peuples frères bien-être, stabilité et davantage de progrès. Le président algérien a notamment accordé un entretien à la chaîne d'information qatari Al Jazeera où il est revenu sur plusieurs questions, notamment la position de Madrid vis-à-vis du Sahara occidental, estimant que c'est une position individuelle du gouvernement Pedro Sanchez. Neila Ait Hamouda revient sur les détails. Dans un entretien accordé à Al Jazeera, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est revenu sur plusieurs dossiers de politique étrangère. En premier lieu, le chef de l'État a précisé que les relations entre l'Algérie et le Maroc ont atteint un point de non-retour. La position adoptée par l'Algérie est une réponse à l'hostilité et à la malveillance du Maroc. Concernant le revirement de la politique étrangère de l'Espagne dans le dossier du Sahara occidental, le président de la République a considéré qu'il s'agissait d'une décision unilatérale du gouvernement Sanchez. L'Espagne a oublié son rôle d'autorité administrante de l'ancienne colonie et de ce fait, elle doit assumer ses responsabilités envers le peuple sahraoui. ولكن انحازت إلى المغرب في موضوع الصحراء الغربية. مش انحازت بتصرفات اللي ما تعفيهاش من المسؤولية نتاعها. وكانت تصرفات سرية. La question palestinienne a également été abordée. Le président Tebboune a précisé qu'il s'agit d'un dossier axial qui est considéré comme une question quasi interne en Algérie. Par ailleurs, et concernant la crise en Ukraine, Abdelmajid Tebboune a affirmé que l'Algérie a les capacités de jouer un rôle de médiation dans la résolution du conflit en Ukraine, l'Algérie ayant suffisamment de compétences pour accomplir cette mission. Le président précisera en outre que sa visite en Russie, prévue prochainement, est toujours maintenue. Sur le dossier français, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a qualifié les relations algéro-françaises comme étant fluctuantes, soulignant toutefois que l'ambassadeur de l'Algérie repartira bientôt à Paris. Diplomatie, les relations entre le Sahara occidental et les pays d'Amérique latine ouvrent un nouvel horizon de coopération stratégique avec la signature de 11 accords bilatéraux. Le président sahraoui Brahim Ghali a conduit une visite d'État au Venezuela où il a rencontré les plus hautes autorités du pays avec à leur tête le président Nicolás Maduro. La délégation sahraoui a également rencontré les représentants d'organisations latino-américaines et caribéennes qui ont réitéré leur soutien à la cause légitime du peuple sahraoui dans sa lutte pour son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.
Justement, l'association sahraoui des victimes des violations graves des droits de l'homme commises par le Maroc a dénoncé la poursuite par l'occupant marocain de sa politique d'intimidation et de ses agressions contre les activistes sahraouis. À cet effet, l'association a réitéré son appel aux Nations Unies, à la Croix-Rouge internationale et à toutes les organisations internationales de défense des droits de l'homme à intervenir d'urgence afin de protéger les civils et militants sahraouis face à la poursuite de la répression, de la persécution et de l'intimidation. En Tunisie, les autorités ont annoncé ce mercredi l'arrestation de 54 immigrants illégaux en provenance de pays d'Afrique subsaharienne après avoir franchi illégalement les frontières du pays. La garde nationale tunisienne a indiqué prendre les mesures légales nécessaires à l'encontre. Pour rappel, les autorités tunisiennes ont arrêté ces dernières semaines des centaines d'immigrants illégaux dans le cadre d'opérations de sécurité. Crise en Libye, l'ensemble de la communauté internationale semble d'accord sur la solution d'un scrutin général libre et transparent qui garantisse non seulement les intérêts du peuple libyen et au même titre un retour à l'ordre constitutionnel. En plus des mésententes libyennes, la concurrence s'installe au sein de la communauté internationale pour déterminer le chef de file de la réconciliation dans le pays, Khadija Khadaoui. La solution est à portée de main. Un scrutin général, libre et transparent, est la seule feuille de route capable de sortir la Libye de l'imbroglio qui la mine depuis le report signé des élections législatives et présidentielles initialement prévues pour le 24 décembre 2021. Cette solution est évidente non seulement pour les Libyens eux-mêmes, mais aussi pour l'envoyé spécial de l'ONU pour le pays, mais aussi pour la communauté internationale. Si sur le fond l'accord est évident, sur la forme, en revanche, c'est une autre question. Sur ce dossier, les initiatives se multiplient et se contredisent, creusant de plus en plus le fossé entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Pire encore, chaque puissance étrangère impliquée dans cette région du continent africain semble vouloir être la superpuissance sauveuse de la Libye. Un sauvetage qui garantit évidemment des intérêts économiques et géopolitiques plus intéressés. Cela dit, l'escale libyenne de la sous-secrétaire d'État américain pour les affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, ouvre une porte d'espoir. Barbara Leaf a ainsi réaffirmé la nécessité d'inclure dans la démarche internationale les pays voisins et même les institutions continentales. Un point important pour les approches panafricaines qui favorisent une sortie de crise, construite sur un processus libo-libyen mettant en avant les intérêts du peuple libyen, déjà meurtri par 12 ans de guerre, d'intervention étrangère et rivalité Est-Ouest. Selon bon nombre d'observateurs, la diplomatie américaine, pour contrecarrer l'influence d'autres puissances, met sur la table la carte de la médiation et veut appuyer la solution afro-africaine, gardant toujours dans son viseur les intérêts hégémoniques d'une puissance qui perd de plus en plus son statut. Les députés éthiopiens ont réitéré ce mercredi le Front de libération du peuple du Tigré de la liste noire. Le parti était classé entité terroriste par les autorités éthiopiennes depuis le 6 mai 2021. Cette décision marque donc une étape clé dans le processus de paix engagé après 2 ans de conflit dans le nord du pays. Violence en Palestine entre Al-Khalil, Naplouse, Jenin et Al-Quds. Les forces d'occupation ont procédé ce mercredi à l'arrestation de 28 civils palestiniens âgés de 19 à 30 ans. Une situation qui coïncide avec une nouvelle campagne d'incursion dans les lieux saints par des colons et toujours sous haute protection de la police sioniste, Zohila Kelal. L'escalade sioniste continue sans répit dans les territoires occupés. En cette veille de Ramadan, les forces armées sionistes ont effectué plusieurs descentes dans différentes localités de Cisjordanie occupées, notamment à El-Khalil, à Beit Lahm, Jenin, Eriha, El-Quds, Naplouse et Ramallah. En tout, 28 Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation sionistes à l'aube de ce mercredi, après des perquisitions musclées. 2 Palestiniens ont également été blessés lors de ces incursions, les forces sionistes n'hésitant pas à faire usage de balles réelles, de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes.
Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, le photographe de l'agence, Souleymane Abou Srour, figure parmi les blessés. Ce dernier aurait été touché par balle au pied à Areha. Ces incursions ont donné lieu à des affrontements au cours desquels les soldats ont tiré des bombes lacrymogènes provoquant l'étouffement de plusieurs citoyens. Les forces d'occupation n'ont également pas hésité à lancer des bombes lacrymogènes sur des sections du complexe médical palestinien à Ramallah, où des dizaines de cas d'étouffement et de suffocation ont été signalés. Cette vague de violence sioniste ne touche pas uniquement les citoyens palestiniens, mais également les prisonniers dans les geôles de l'occupation. À cet effet, le secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de la libération de la Palestine, Hussein Ashir, et le président du Conseil national palestinien, Rawhi Fatou, ont appelé l'entité sioniste à mettre fin à sa politique répressive contre les détenus et d'arrêter de leur imposer des conditions de vie dures. Les deux responsables ont considéré ces violences faites aux détenus palestiniens comme une violation de la Convention de Genève et des pactes internationaux qui protègent les prisonniers et garantissent leurs droits. Une situation qui se trouve d'ailleurs au cœur des consultations au Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les plans expansionnistes sionistes dans les territoires palestiniens occupés qui constituent une violation flagrante du droit international. Le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a souligné que la cessation des activités de colonisation est essentielle pour sauver la solution à deux États. Et je vous le disais en titre, une vague de condamnation a été déclenchée suite aux propos indignes du ministre sioniste des Finances, Bezalel Smotrich. La Palestine, l'Égypte, la France ou encore la Jordanie ont fortement contesté le discours du ministre. Le royaume hachémite menace d'ailleurs de renvoyer l'ambassadeur de l'entité sioniste à Amman en réaction aux propos haineux tenus dimanche dernier par le ministre des Finances sioniste, qui n'est pas à sa première diatribe. La première remonte à février dernier lorsqu'il parlait de raser la localité de Hawara. Le ministère des Affaires étrangères algérien a de son côté dénoncé les propos provocateurs et négationnistes du responsable sioniste à l'encontre du peuple palestinien. L'Algérie appelle en ce sens la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre ses responsabilités dans la protection du peuple palestinien et de son droit à l'autodétermination et à l'édification de l'État de Palestine avec Al-Quds comme capitale. La visite du président chinois en Russie s'est achevée. À l'ordre du jour de celle-ci, une coopération renforcée entre Pékin et Moscou. La mise en place du projet de gazoduc Force de Sibérie 2 a été annoncée. Les relations entre Pékin et Moscou se renforcent au fil des mois. Safwan El Ben-Sabri. Au gré de la nouvelle conjoncture internationale, l'axe Moscou-Pékin se renforce de plus en plus. Le président chinois a achevé sa visite à Moscou qu'il a défini comme étant un voyage d'amitié, de coopération et de paix. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie, coupée économiquement de l'Europe, a massivement fait pivoter son économie vers l'Asie, la Chine en particulier. Au cœur de la nouvelle politique énergétique sino-russe, le méga gazoduc Force de Sibérie 2 annoncé par Vladimir Poutine, long de 2600 km et d'une capacité de 50 milliards de mètres cubes annuels. Cette annonce intervient donc au moment où l'économie russe doit se détourner du marché européen, particulièrement depuis le sabotage du gazoduc Nord Stream 1 la reliant à l'Europe, victime de sabotage en septembre 2022. À l'horizon 2030, la Russie devra livrer à son voisin chinois pas moins de 98 milliards de mètres cubes de gaz. Le président russe a assuré que son pays était capable d'approvisionner la demande énergétique croissante de la Chine. Le géant asiatique en dépend fortement au vu de son économie particulièrement énergivore. Les chefs d'État russes et chinois ont loué l'entrée dans une nouvelle ère de leurs relations spéciales face aux Occidentaux. Jamais depuis la fin de la guerre froide, les relations sino-russes n'ont été aussi étroites, motivé par une volonté commune d'assainissement de l'influence occidentale sur la scène internationale. En France, et au moment où le bras de fer persiste entre l'exécutif et le Parlement autour de la réforme sur les retraites, la rue française reste en ébullition. Au 7e jour des tensions, les forces de l'ordre ont procédé à 46 interpellations parmi les protestataires.
Muré dans le silence depuis plusieurs jours et malgré la grogne sociale suscitée par l'adoption de la réforme des retraites et le recours au 49.3, le président français réagit enfin et accorde une interview diffusée sur les chaînes de télévision françaises. Emmanuel Macron défie la rue et ne fait montre d'aucune volonté de faire marche arrière. Sohila Kilal. 48 heures après l'échec de la motion de censure, à 9 voix près, Emmanuel Macron est finalement sorti de son mutisme. Le président français persiste et signe. La réforme des retraites ira jusqu'au bout du processus démocratique. Il a même fixé l'échéance d'entrée en vigueur de la réforme à fin 2023 et s'est dit prêt à endosser l'impopularité de cette réforme. Le chef d'État français a toutefois rappelé qu'il fallait d'abord attendre la décision du Conseil constitutionnel pour promulguer la loi conformément aux dispositions de la Constitution. Le président français a assuré qu'Elisabeth Borne avait toujours sa confiance. Il a en revanche ouvert la possibilité à un remaniement. Les déclarations de Macron ont immédiatement fait réagir l'opposition, les critiques ont fusé de toutes parts. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, a dénoncé les traditionnelles marques de mépris du chef de l'État français. Pour Mélenchon, Macron vit en dehors de toute réalité. Pour sa part, le socialiste Olivier Faure a regretté qu'Emmanuel Macron ait mis plus d'explosifs sur un brasier déjà bien allumé. À droite aussi, les réactions se sont rapidement multipliées. Bruno Retailleau, patron des sénateurs Les Républicains, a dans un tweet estimé que Macron avouait une impuissance politique en contournant le Parlement dont il a peur parce qu'il y est minoritaire. Pour Marine Le Pen, le président français est un homme de plus en plus seul. Les organisations syndicales qui préparent une 9e journée de grève et de mobilisation pour jeudi ont dénoncé de leur côté le déni, le mépris et le mensonge du président français. De son côté, le mouvement de grève se renforce et gagne plusieurs secteurs stratégiques. Les syndicats semblent vouloir en découdre avec le gouvernement Macron. Le blocage du port de Marseille représente une escalade dans ce mouvement de contestation. Le chef de la diplomatie iranienne a condamné les mesures répétitives de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne pour imposer des sanctions à l'Iran, et ce lors d'un entretien téléphonique avec la ministre belge des Affaires étrangères. Cette dernière a souligné la nécessité de surmonter les obstacles par le dialogue entre Téhéran et l'UE. Et puis le secrétaire général des Nations Unies a appelé la communauté internationale à prendre des mesures pour lutter contre le racisme et éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Antonio Guterres a également souligné la nécessité de lutter contre le racisme à l'ère numérique, notant que les influenceurs suprémacistes blancs tirent profit du racisme sur les plateformes de réseaux sociaux et que les algorithmes d'intelligence artificielle amplifient et numérisent la discrimination raciale. Et retour en Afrique, une personne sur 3 est affectée par le manque d'eau. Actuellement, environ 400 millions de personnes sur notre continent n'ont pas accès à l'eau potable. La situation est surtout inquiétante dans certaines contrées subsahariennes ou dans la Corne africaine, une situation qui fait réagir l'UNICEF. Leila Gertal. Ils sont 190 millions d'enfants vivant dans 10 pays africains à être exposés à la conjugaison de 3 menaces liées à l'eau. Le manque d'accès à l'eau, l'assainissement et à l'hygiène. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme à la veille de la conférence de l'ONU sur l'eau prévue du 22 au 24 mars à New York. C'est au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Niger, au Nigeria, en Somalie ou encore au Tchad que cette triple menace s'avère la plus grave. L'Afrique de l'Ouest et centrale étant l'une des régions du monde les plus marquées par l'insécurité hydrique et les changements climatiques. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, près d'un tiers des enfants n'ont pas accès à des installations d'approvisionnement en eau dans leur foyer et les 2 tiers ne disposent pas de services de base en matière d'assainissement. Ces pays sont aussi ceux où le nombre de décès d'enfants dus à des maladies causées par un manque d'eau, d'assainissement et d'hygiène telles que les maladies diarrhéiques est le plus élevé. 6 pays sur 10 ont ainsi connu des épidémies de choléra au cours de l'année écoulée. Au niveau mondial, plus de 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de maladies liées aux 3 menaces en raison de la rareté de l'eau, dont environ 2 sur 5 dans ces seuls 10 pays d'Afrique.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'info continue sur Al24 News. À demain.